Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Je vais raconter une histoire. Voici un numéro WhatsApp sur l'écran. Envoie ton histoire de moins de 10 minutes, s'il te plaît. Et pas besoin de tirer les mots, parler normalement. Ici, on va écouter les histoires de WhatsApp. Donc, normalement, vous savez, c'est toujours intéressant avec des histoires sélectionnées. Donc, likez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, laissez des commentaires. Précisez en commentaire d'où vous regardez la vidéo. Comme ça, on va voir la portée de la page. Et apportez aussi vos contributions dans les commentaires. L'histoire 1 m'a touché à tel niveau. L'histoire 2, je connais ça peut-être, un truc comme ça. Participez dans les commentaires. Donc, on va commencer. Pour la première histoire, Adam m'a précisé que on excuse son français. Donc, s'il vous plaît, évitez de juger dans les commentaires. Prenez seulement l'histoire. Donc, on va commencer. L'histoire est vraiment intéressante et il faut regarder jusqu'au bout. Regardez jusqu'au bout, c'est un peu ça. Bonsoir tout le monde, bonsoir DMG. Je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire d'une revenante qui a été enterrée plus de 3 fois. Et cette revenante, c'était notre voisine que je connaissais très bien. Bon, en fait, je l'avais connue comment? Ça s'est passé au Congo. Au Congo, précisément dans la ville de Butembo. Cette dame était la voisine à ma tante maternelle. Et puis, on allait souvent en vacances à Butembo. Et puis, je me souviens, à cette époque, il y avait un monsieur à qui on sortait ensemble. Et puis, c'est comme c'était un monsieur qui était marié, il fallait se camoufler quelque part et là où les gens ne pouvaient pas nous voir. Et cette dame à qui que je parlais, qui était... Donc, la dame qui était enterrée plus de 2 fois, la revenante quoi. Elle vendait la boisson, donc elle avait quelque sorte, si je peux dire, ce n'est même pas un ganda, je ne peux pas dire que c'est une alimentation, non. Donc elle vendait de la bière dans sa maison quoi. Donc chez elle, vous pouviez boire et manger et tout, qu'on se préparer tout là-bas. Et vous pouvez vous cacher comme c'était juste dans une clôture quoi, personne ne pouvait pas savoir que non. Les gens pouvaient y aller pour prendre de la boisson, ou soit manger quelque chose, ou soit se raconter avec les copains. Et c'est maintenant que j'avais proposé à mon monsieur là qu'on puisse chaque fois se raconter chez la voisine. Comme ce n'était pas loin de chez nous, on se racontait souvent chez la dame en question. Et puis, un jour, je n'y allais pas, ce n'est pas que j'y restais, j'y allais souvent en vacances. Et puis un jour, ma tante maternelle m'appelle et me dit que non, tu sais quoi, ton amie ici, la voisine, elle est décédée. Mais elle avait déjà déménagé chez elle, elle ne restait plus ici. J'ai dit, ah bon, c'est vrai, oui. Et puis le monsieur aussi m'avait aussi rappelé, me dit que, hey, tu sais, la maman là, question là où on allait prendre de la bière. C'est comme si elle est décédée. Elle a fait un accident. Je dis, c'est vrai, oui. Ma tante maternelle m'avait déjà appelé, elle m'avait déjà informé comme quoi elle est décédée. Et puis après, c'était après 3 mois comme ça, 4 mois, je suis allée encore à Butembo. Et puis là, on me dit que non, tu sais quoi, la dame qui était ici, ton amie est là où tu allais prendre souvent de la bière. C'est comme si elle est revenue, elle a fait aussi des dégâts. Je me dis, quel dégâts? Elle me dit que non, il y avait un monsieur
à qui sa femme était enceinte, quoi. Et puis, la femme est partie à l'hôpital pour accoucher. Et puis, quand la femme est à l'hôpital, le monsieur avait dit à ses amis que non, est-ce qu'on pouvait aller quelque part et aller en boîte de nuit, danser et rentrer comme je suis seule à la maison. Je voulais juste m'amuser et comme ma femme vient de donner naissance, en tout cas, je suis content. Ses amis lui ont dit, ok, il n'y a pas de problème. Ils sont partis, ils étaient 3, ils étaient au nombre de 3. Ils sont partis en boîte, là, toujours à Butembo. Ils sont partis à boîte. Et puis quand ils ont pris quelque chose, vous savez, avec la boisson, et puis on voit des femmes là-bas, et puis le monsieur s'est dit, ah quand même, ma femme n'est pas là. Je ne peux pas dormir comme ça, laisse-moi récupérer une ici comme ça. Je vais me faire un coup d'un soir. Et ça va passer, il ne saura rien comme elle est à l'hôpital. Et puis voilà le monsieur. Il voit la dame que je vous parle, qu'elle était notre voisine, qui est déjà décédée quoi. Je ne vais pas parler son nom. Le monsieur va vers la dame et commence à la draguer. Elle dit non, je t'aime, est-ce qu'on peut passer la nuit ensemble? La dame dit non, c'est pas grave. Et puis le monsieur lui dit, la dame lui dit, on peut aller chez moi. Le monsieur dit non, on va aller chez moi, ne t'en fais pas. On va aller chez moi, j'ai chez moi. Ok, c'est pas grave, ils ont pris quelques bières. Ils sont rentrés à la maison. Et puis quand ils sont entrés dans la maison de ce monsieur, et puis le monsieur commence à dire à la dame que non, sens-toi à l'aise, si c'est chez toi, fais tout ce que tu veux, sens-toi à l'aise. Ils sont entrés dans la chambre, et ils ont fait les histoires quoi. Ils se sont endormis. Et puis le matin, c'est comme si le monsieur voulait continuer à faire les choses quoi. Le matin vers 4 heures, il touche à la dame, il trouve que non, c'est quoi? C'est comme si elle ne bouge plus. Quand elle continue à la toucher, elle ne bouge plus. Elle est tellement froide de façon que c'est comme si elle est morte. Elle se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle l'a touché. Elle trouve que non, la dame est morte. Elle dit ça, c'est un grand dossier. Je ne peux même pas parler à quelqu'un. Laisse-moi appeler mes amis. On va voir ce qu'on va faire. Le monsieur a appelé ses amis. Les amis sont venus. Ils ont dit que non, ça doit rester entre nous. Laisse-nous arranger les histoires. Ils sont partis à la cimetière. Ils sont allés coopérer, je ne sais qui, je ne sais pas. Ils sont partis là où on va de cercueil. Ils ont amené le cercueil. Vers 20h, il met la dame dans le cercueil. Il l'amène au cimetière, il va l'enterrer. Et puis quand ils ont fini à l'enterrer, il s'est dit que non, quand même, je ne peux pas rentrer à la maison. Cette histoire me trouble la tête. Il faut que je prenne aussi quelques bières et puis je vais rentrer après. Les voilà encore. Ils sont partis prendre encore une bouteille. Ils sont là, ils prennent jusqu'à 3 heures. Mais le monsieur a vu que l'événement était un peu difficile. Il ne parvient même pas à s'enivrer quoi. Ils se sont dit, bon, on t'amène chez toi, comme ça on va se voir demain. Ok, ça va. On amène le monsieur à la maison. Quand ils arrivent là-bas, le monsieur dort. Mais le matin, quand il se réveille encore, il trouve encore la dame là-bas. Il se dit, mon Dieu, cette dame, on venait de l'enterrer. Comment elle peut se retrouver encore ici? Et c'était les jours où sa femme devrait quitter l'hôpital. Tu vois? Elle dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Il appelle encore ses amis. Vous savez quoi? Quand je me suis réveillée, la dame était encore là. Qu'est-ce que je dois faire? Ah non, ne dites à personne, laisse-nous venir. Les amis sont venus. Ils ont encore arrangé les choses. Ils ont pris la dame. Ils l'ont mis encore dans les séries. Ils sont partis enterrer. Sa femme était venue avec le bébé. Ils ont quitté l'hôpital. Quand ils sont arrivés à la maison, le monsieur avait fait semblant, ils ont tout préparé, la fête et tout qu'on sort. Et puis la nuit, quand ils étaient endormis, la femme, vers 4 heures du matin, elle sent une forte... C'est comme s'il faisait tellement froid. C'est comme si elle est à l'extérieur. Et puis, elle se retrouve sous le lit avec le bébé.
Le bébé n'a même pas de linge. Donc, elles sont là-bas. Elles sont là-bas tous sous les lits. Et puis, elle se dit, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis arrivée ici comment? Quand elle se réveille, elle trouve que non, son mari est sur le lit avec une autre femme. Et puis, la dame dit, comment se fait-il que tu es avec une autre femme sur notre lit conjugal? Et je me suis endormie, on était quand de cette femme, elle vient d'où? La dame commence à paniquer. Hey, ça devient un problème. Hey, où cette femme? Tu vas me dire là où vient cette femme? Les messieurs, tellement qu'ils connaissaient l'histoire et puis il commençait à trembler. Il ne sait quoi expliquer à sa femme. Et puis, après, à un moment donné, quand la femme avait décidé, la femme a décidé que non, moi je dois partir, je ne peux pas rester ici. Comment tu peux amener une autre femme dans notre lit? Et pourtant, je viens de mettre au monde, c'est notre premier bébé, je sais quoi et quoi. Et puis, la revenante, elle s'est réveillée et puis elle a dit à la dame, mais madame, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Ici, ce n'est pas chez toi, ici, c'est chez moi. Demande même à ton mari. Quand il m'a amené ici, il m'a dit de me sentir à l'aise. Et d'ailleurs, ce n'est pas aujourd'hui que je suis ici. Ça fait 3 jours que je suis là. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Ici, ce n'est pas ta place. C'est toi qui dois partir d'ailleurs. Et puis la femme a dit que non, ce n'est pas possible. Moi, je ne peux pas rester là. Elle a fermé ses histoires et elle est partie. Le monsieur a encore appelé ses amis et lui a dit que non, voilà, il y a un problème très sérieux. La fille est encore revenue et ma femme est au courant de tout. D'ailleurs, elle l'a vu face à face. Alors, le monsieur, les amis sont venus, ils ont dit, ici nous n'avons plus à faire, nous n'avons qu'à dire, à appeler la famille, et appeler les gens et l'exposer les problèmes. Ils ont appelé les pasteurs et les prêtres et les familiers, tout le monde était là. Et c'est comme ça, comme l'histoire est partie dans toute la ville, que nous, la dame est en train de revenir. Quand ils ont appelé tout le monde de là-bas, on demande à la dame, qu'est-ce que tu veux au juste? Elle dit que non, moi je n'ai aucun problème, je suis chez moi, je me sens à l'aise. C'est à moi de vous demander, qu'est-ce que vous voulez? Lui, c'est mon mari. On s'était rencontrés dans une boîte de nuit. C'est lui qui m'a fait venir ici, mais je ne comprends pas pourquoi vous êtes en train de paniquer et me dire qu'est-ce que je veux, je veux quoi? Je suis chez moi, je suis avec mon mari. Les messieurs, ces jours-là, c'est comme s'il avait même perdu, si pas 20 kilos, en tout cas ça serait 30 kilos. Puisque c'était tellement grave. La police était là, tout le monde était là. Et puis après avoir posé beaucoup de questions à la dame, et puis finalement elle a décidé que non, si vous voulez que je parte, j'ai une condition. Il faut que ce monsieur me prenne sur son dos et m'amène là où on était sortis ensemble. Donc elle veut qu'on l'amène encore là aux boîtes de nuit. Et à condition que ça soit 12 heures que nous allons partir. On dit ok, c'est pas grave. Quand l'heure est arrivée, le monsieur a pris... Bon, la police avait dit que non, comme les gens seraient un peu étonnés de voir que quelqu'un est sur le dos d'un monsieur et une grande femme comme ça. Parce que tout le monde la voyait. Ce n'est pas que c'était une femme, tout le monde la voyait. Nous devons faire une communiqué pour que quand les gens vont lui voir en train de porter une grande maman comme ça, vous savez comment on porte un enfant sur le cou, quoi. Et c'est ça qu'elle avait demandé, qu'on lui porte sur le cou. Peut-être que les gens vont paniquer, ils vont croire qu'il est bon. Je ne sais pas. Laisse-nous passer une communiqué à la radio. Si vous voyez que quelqu'un passe avec une femme sur le cou, ne faites rien, ne demandez rien, laisse-lui passer. C'est comme ça qu'ils ont fait un communiqué. Et puis, la femme, à 12 heures, le monsieur l'a transporté sur le cou. Il a commencé à marcher, Quand il est arrivé au milieu du chemin, donc, il n'était même pas arrivé là, à l'endroit où la femme avait exigé qu'on l'amène. La femme avait disparu. Quand la femme avait disparu, c'est comme ça, comme les messieurs, les gens ont dit, comme elle vient de disparaître, peut-être elle ne va plus rentrer. Oh, ce n'était pas ça. Le soir, quand ils sont... Et puis, avant ça, après que la femme ait disparu, on est parti voir la dame de ce monsieur et lui expliquer comme quoi, vous savez, les hommes, il faut toujours des erreurs, il faut lui pardonner, je ne sais quoi et quoi.
Et puis la dame a dit, bon, ok, ça va, c'est pas grave, je vais rentrer chez moi. Elle est rentrée chez elle. Et après, la revenante, ce n'est pas que non, elle était partie pour du beau. Elle a commencé à venir et quand ils sont, ils sont aux tables, quand ils sont en train de manger, la dame se présente et dit, mon chéri, comment tu peux manger ça, mais comment tu peux manger ça même m'appeler? Et pourtant, tu sais bien que j'aime cette nourriture et tu sais bien que j'aime manger du poisson. Comment tu manges comme ça sans même m'appeler, sans même me faire signe? Et puis tout le monde panique encore. Jusqu'à ce qu'elle avait troublé ses couples. À part avoir troublé ses couples, elle avait tué son frère. Il avait tué pourquoi? La dame avait une moto de femme là. On appelle chez nous, on appelle Boda Boda, c'est une moto des femmes quoi. Et puis quand sa grande sœur était morte, elle a profité, c'est comme si elle avait profité de récupérer ses billets. Et puis la femme lui disait dans le songe que non, il ne faut pas prendre mes histoires. Il ne faut pas prendre, surtout ma moto. Je te vois chaque jour en train de scroller sur ma moto. Je ne veux pas et je ne veux pas. Mais le monsieur, le petit frère n'avait pas attendu jusqu'à ce que la dame l'a tué. La dame là avait une petite fillette qu'elle avait amenée au village, qu'elle vivait avec elle là chez elle quand elle était notre voisine. La petite fillette là, quand la dame était décédée, il y a une autre famille qui l'avait récupérée. Et puis là où on l'avait récupérée, c'est comme si on ne prenait bien soin de la petite. Et puis elle commençait à venir la dire, tu sais quoi, je viendrai te récupérer, ils ne prennent pas bien soin de toi. Je vois comment ils te tapent, ils t'insultent, je viendrai te récupérer, ne t'en fais pas. Et puis ça a commencé à troubler la petite. À part ça, ses amis, quand ses amis sont réunis en train de manger ou à boire, elle va là-bas, elle lui dit, mais comment vous pouvez boire ça même m'appeler? Et pourtant vous me disiez que vous êtes mes amis. Tu vois? C'est comme ça comme la dame avait troublé les gens là-bas, jusqu'au niveau où on a fait décider d'aller mettre des chaînes sur sa tombe. Si c'était des chaînes ici, je ne sais pas si les catholiques font comment. Et c'est maintenant qu'elle s'est calmée. Mais ce que j'aimerais dire là, c'est comme conseil quoi? C'est pour les hommes vraiment. Imagine-toi, ta femme est mise au monde. Ton premier bébé, vous êtes de nouveau mariés. Mais toi, quand tu vas t'amuser, quand tu es dans la joie, tu veux aussi récupérer une autre et que tu veux amener dans ton lit conjugal. Dans ton lit conjugal, vraiment. C'est pas beau. C'est pas beau. Il faut dire aux hommes vraiment de chaque fois réfléchir avant de faire les histoires. S'il avait amené peut-être à l'hôtel ou je ne sais quoi, bon, peut-être ça ne pourrait pas être ainsi, mais... Et pourquoi prendre une chisa? Et pourquoi prendre une... Ah! C'était comme ça, comme l'histoire est partie. Tellement que je connaissais la dame, j'ai senti tellement froid. Je me suis dit, mon Dieu, cette femme, c'était un peu ça, je ne sais pas. Ok, merci beaucoup. Donc, mon frère, là, moi, je suis d'accord avec la dame. Comment ta femme est à l'hôpital, elle vient d'accoucher, votre premier enfant, tu ramènes une tisa à la maison. Sur le lit conjugal, gars, c'est pas... Hey, non, calmez-vous un peu. Et puis aussi, un message que je prends derrière son histoire, c'est quoi? C'est que tu fais rentrer un inconnu chez toi et puis tu dis, fais comme chez toi. Fais comme chez toi, comment c'est chez toi? Non. Voilà, c'est toi ici. Et tu veux quelque chose, je t'apporte de l'eau, c'est tout. Fais comme chez toi, comment? C'est pas chez toi. Imagine c'est quelqu'un, c'est un bushman. Fais comme chez toi, ça veut dire que tu donnes quelque part la permission de faire tout ce qu'il veut dans ta maison. Voilà, maintenant ça cale au cou. Je pense même qu'elle revenait à la maison parce qu'il a dit fais comme chez toi. Je suis sûr que c'est pour ça. Donc, laissez un like. Donc, deuxième histoire. Laissez d'abord un like. À la vidéo. Et puis partagez aussi à vos proches. Et commentez. Donc, écoutez attentivement s'il vous plaît. Bonjour DMG TV. Comme je vous l'ai dit dans l'audio précédent, je suis du Congo-Brazzaville. Je vous ai envoyé une histoire et ça c'est la deuxième. Alors celle-ci, elle se passe dans un grand hôpital de la place à Brazzaville.
Alors, il y avait une femme qui était enceinte et qui se faisait suivre par une sage-femme. En tout cas, cette histoire, elle est vraiment connue dans le quartier où se trouve ce grand hôpital. Cette femme-là se faisait suivre pendant sa période de grossesse par une sage-femme. Alors, arrivé le jour où elle était à terme, elle arrive à l'hôpital pour, euh, pour accoucher. Voilà. Elle arrive et puis voilà, on la reçoit, on l'emmène dans le bloc et tout. Et c'était toujours cette sage-femme-là qui la suivait, qui finalement a fait à ce que elle accouche. Quand elle finit d'accoucher, la sage-femme prend l'enfant, elle prend l'enfant pour l'emmener. Je pense que ça se passe toujours comme ça, il fallait emmener l'enfant et tout. Ils ont fini de couper peut-être le cordon ombilical ou comment, on devait emmener l'enfant pour des soins et tout, le bébé pour des soins et tout. Donc après, la femme elle est restée, son mari est arrivé, la famille est arrivée, tout le monde est arrivé. Après, tellement que ça mettait du temps, les gens cherchaient maintenant à voir l'enfant. Elle a dit non mais l'enfant était parti avec la sage-femme. Ah bon d'accord, on attend. Les gens attendent. Toujours pas de signe. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, on commence à poser des questions aux autres. Mais la sage-femme, depuis qu'on avait... elle avait pris l'enfant et tout, on l'a emmené pour des soins et tout. Elle n'est plus jamais revenue et tout. Nous, on veut voir l'enfant et voilà. On lui dit, mais s'il y a une sage-femme qui a pris l'enfant, donc sûrement pour des soins, donc c'est sûr que l'enfant va bien. Et après, on reviendra vous faire signe. Et le temps passait comme ça et ça a tellement mis du temps. En tout cas, c'est quelque chose qui a fait un scandale dans cet hôpital-là. Je ne vais pas citer le nom de l'hôpital parce que, mais à Brazzaville ici, tout le monde connaît l'histoire. Enfin, bref, ceux qui en ont entendu parler, bien sûr. Donc, le temps passait toujours, les gens attendaient. Après, toujours en se renseignant, les parents et tout ça là, mais finalement, l'enfant, il est où? Les sages-femmes se disent, ah bon, d'accord, ils demandent maintenant à la... Excusez-moi parce qu'il y a un bruit d'avion. L'avion qui passe, je suis carrément sous sa trajectoire, donc voilà. Donc, les sages-femmes demandent à la femme qui venait de mettre au monde, mais c'est quelle sage-femme qui t'a aidé à mettre au monde et tout ça là, à accoucher? Et vous la connaissez? Oui, c'est toujours elle qui me suit. Mais c'est quoi son nom? Non, c'est madame, je crois que c'est madame Intel. Et donne un nom. Madame Intel? Comment ça? Oui, madame Intel, elle travaille bien ici, puisque c'est toujours elle qui m'a suivi et tout. Ah bon? Mais madame Intel, elle est morte, ça fait environ une semaine. Comment ça? Oui, ça fait quelques jours que madame Intel est déjà morte. Non, les gens n'en croyaient pas. Non, c'est pas possible. C'est elle qui était là dans le bloc et tout ça là. C'est toujours elle qui m'a suivi et tout. On dit non. Cette dame-là vient de mourir. Son corps est même dans la morgue, puisque cet hôpital est équipé aussi d'une morgue. Et comment ça? Non, les parents, ils croyaient pas. Non. Mais attendez, on va vous montrer où se trouve son corps. Si vous voulez bien déléguer quelques personnes de la famille, on va aller voir dans son casier. Vous allez voir son casier et vous allez voir son corps. Les parents disent, ok, c'est bon. Ils demandent à la femme, mais tu es sûr que c'était elle? Mais évidemment que c'était elle. Ils partent maintenant à la morgue, ils ouvrent le casier comme ça, ils voient le corps de la dame. Et le corps du bébé entre les jambes de la dame.
Oh là là, ça a fait un gros scandale. Les gens ont crié, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc en fait, la dame, euh, cette sage-femme, elle suivait depuis longtemps cette grossesse et quand elle est décédée, sûrement, je ne sais pas si c'est son esprit ou alors peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'elle était sorcière ou comment. Elle est restée là jusqu'à faire accoucher la dame le jour où elle était à terme et elle a pris le bébé. Elle est allée avec elle, avec le bébé dans le casier. Donc cette histoire, elle est vraiment vraie. Maintenant, les autorités ont essayé d'étouffer l'affaire, mais tout le monde connaissait déjà l'histoire puisque ça avait fait vraiment scandale. Ils ont étouffé l'affaire au niveau des médias pour que ça ne fuite pas. On ne sait pas pourquoi. Donc voilà, tout le monde connaît cette histoire. Bon, mais après, pour la leçon de morale, moi je pense que déjà ce que vous faites un grand travail et tout. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire à d'autres auditeurs et tout ça là pour mon histoire. Je pense que le fait que vous l'écoutiez déjà, ça peut peut-être, chacun d'entre vous peut peut-être en tirer une leçon. Mais moi, voilà, l'histoire, on la connaît, tout le monde la connaît et voilà quoi. Donc merci beaucoup DMG TV et donc likez la vidéo, partagez et tout pour faire évoluer un peu, pour encourager son travail quoi. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi pour l'histoire. Donc, voilà. Je vous laisse dire en commentaire ce que vous pensez de l'histoire. Et laissez des commentaires, partagez, likez. Et c'est ça, on passe à la troisième histoire. Bonjour, Mbolo Samba à tous. Vous allez bien, j'espère. Alors, aujourd'hui, je viens vous raconter une histoire que j'ai vécue à une certaine époque. J'avais fait la connaissance d'une fille qu'on va appeler Sarah. Sarah, elle fréquentait mon quartier, mais n'était pas de mon quartier. Et Sarah et moi, on avait les amis communs. Donc, Sarah, c'était le genre de fille qui menait la vie du dehors, c'est-à-dire elle était partout. Quand elle rencontre une copine, aujourd'hui elle dort là. Quand elle rencontre un homme, aujourd'hui elle dort là. C'était comme ça qu'elle vivait et à cette époque, elle était hébergée par une fille de mon quartier. Donc, Sarah et moi n'étions pas amis, mais on avait des amis en commun, en fait, on se connaissait. Et c'est comme ça, dans ce même quartier-là, qu'on était tous, il y avait un monsieur qui était marié et qui avait une grande église. Ce monsieur, il était pasteur de cette église-là. Donc, il vivait quelque part aussi dans le quartier avec sa femme et ses enfants. Donc, Sarah et ce pasteur entretenaient une relation, si je peux dire, intime. Donc, ils sortaient ensemble, Sarah et le pasteur en question. Donc, le jour, l'élément est pasteur, et la nuit, il s'envole avec Sarah dans les snack bars, les boîtes et autres. Maintenant, dans ce même quartier-là, il y avait 2 snack bars. Les 2 snack bars étaient distants de 100 mètres environ qui séparaient les 2 snacks. Donc, Sarah et son amant, pasteur, avaient l'habitude d'aller au premier snack. C'est au premier snack qu'ils avaient leurs habitudes et tout. Et au premier snack là, le portier de ce premier snack là, c'était aussi un frangin du quartier. Donc on se connaissait tous. C'était un grand qui était cool, il était sympa avec tout le monde, il était très sociable. Il était bien quoi, donc il connaissait aussi Sarah. C'est comme ça. Un soir, Sarah arrive avec son amant là au snack. Donc ils saluent le frangin portier, ils vont, ils se mettent à leur aise et tout, comme d'habitude. Et c'est comme ça, au sorti de là, ils prennent congé
du frangin et tout, ils se disent bien au revoir. Ils avaient garé quelque part là. Donc le frangin les a suivis du regard. Ils sont montés dans leur voiture. Ils ont démarré, ils sont partis. Il était environ 2 heures du matin. Donc à 6 heures, au deuxième snack bar. Derrière ce deuxième snack bar, il y avait des habitations. Et parmi un des habitants qui sortait très tôt le matin pour vaquer à son occupation, ce dernier-là tombe sur le corps sans vie de Sarah qui se trouvant derrière le deuxième snack. Donc, Sarah, elle a fait la fête au premier snack, elle a quitté les lieux à 2 heures du matin et on a retrouvé son corps 4 heures plus tard derrière le deuxième snack. Maintenant, c'est comme ça que l'histoire pète. Les gens sont là, on appelle maintenant les médias, c'était fort. Donc, Sarah avait été victime de crimes rituels. Donc, Sarah, elle avait un long bois qu'on avait mis dans les fesses de Sarah. Je vous dis, déjà les âmes sensibles. Excusez-moi dès le départ, j'aurais dû noter. Je suis vraiment désolée pour les âmes sensibles. Donc, c'est comme ça, Sarah, on avait retrouvé son corps. Les procureurs sont venus là, les policiers, le SAMU, les gens de la morgue venaient prendre le corps. C'était les médias également, tout le monde était alerté. Maintenant, c'est comme ça que les gens de la PJ commencent maintenant à mener leur enquête. Entre-temps, ils ont déjà saisi la copine de Sarah qui l'hébergeait pour nécessité d'enquête. Ils ont également saisi le propriétaire du deuxième snack et les employés qui avaient travaillé ce soir-là, tout ça là pour nécessité d'enquête. Après, finalement, ils avaient été relâchés. C'est comme ça qu'entre-temps, le frangin, portier du premier snack, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son courage à 2 pieds. Il va maintenant chez les policiers aller leur dire que moi, je viens pour témoigner. Donc voilà, j'ai vu Sarah. C'était moi la dernière personne à l'avoir vue vivante, ou du moins à l'avoir vue partir avec son amant. Ils ont l'habitude de venir au snack. Ils sont toujours ensemble et tout. Ah bon? Oh oui, donc je suis là, c'est pour témoigner. On a pris sa déposition, son identité. C'est comme ça maintenant que les policiers, en poursuivant maintenant l'enquête, ils mettent la main sur le pasteur. Ils enferment le pasteur. C'est comme ça, maintenant, les riverains, donc les gens du quartier, qui étaient vraiment en colère par rapport à ça, avaient brûlé l'église du pasteur là. Les gens du quartier, ils avaient brûlé l'église du pasteur. Pendant ce temps, la femme et les enfants étaient allés s'exiler, je crois certainement dans leur pays respectifs. C'était un étranger. Maintenant, c'est comme ça. Quand on l'a arrêté, le jour maintenant qu'il devait passer à la barre, il faut bien le témoin oculaire que le frangin. Il fallait qu'il soit là pour témoigner. Donc c'est comme ça maintenant, le frangin, il va au tribunal. Quand il arrive au tribunal et tout, on cite les noms, on appelle l'affaire et tout, allez, à la barre. On appelle le témoin oculaire en question. Le frangin, il s'avance, il témoigne. Oh oui, voilà, j'ai vu comment ça s'est passé et tout, comment ils sont partis, ils ont l'habitude et tout. Donc, tout ça là, ça pesait sur l'inculpation de le pasteur. C'est comme ça qu'on donne la sentence et tout. On envoie maintenant le pasteur à la grande prison centrale, où il était déjà détenu, mais il n'était pas encore jugé. C'est comme ça qu'on renvoie le pasteur en prison. Donc le frangin, il sort maintenant du tribunal. Il a fini d'accomplir son devoir du bon citoyen, du bon frangin. Donc il sort du tribunal. Le tribunal est comme là. Donc il y a 2 voies, les 2 sens. Donc il réussit à traverser la première voie parce qu'il devait prendre le taxi de l'autre côté pour rentrer chez lui. Donc rentrer chez lui de l'autre sens. Donc il traverse la première voie. Maintenant au moment de chercher maintenant à traverser la deuxième voie, c'est comme ça, on ne sait pas d'où
la voiture là était sortie de nulle part ou comment, si elle était déjà garée ou si c'est par magie, on ne sait pas. En tout cas, la voiture là a pris le gars, le frangin en question. Ça l'a pris là, ça a roulé avec lui, peut-être sur 200 mètres comme ça de distance. Tout ça, le frangin était coincé sous la voiture. Donc, il a roulé avec lui. C'est comme ça qu'au bout de 200 mètres, quand il a finalement garé, le frangin était carrément non. Il est mort sur le champ, je vous dis. Il était carrément dépecé comme une viande de brousse, quoi. Tout le ventre était carrément ouvert jusqu'à la poitrine, les boyaux, les poumons, les foies, tout était dehors. Vraiment, c'est comme je dis, les âmes sensibles, veuillez seulement serrer le cœur. Donc, c'était comme ça là pour lui. Comment ça s'est passé? Il est mort comme ça là, subitement et atrocement. Donc, c'est comme ça pour la petite histoire. Maintenant, la moralité de ça, qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, c'est pas tout ce qu'on voit, qu'on parle. C'est vrai que le frangin avait le bon sens de témoigner. Le témoignage n'a jamais été mauvais quand on témoigne en vérité. Mais les conséquences de ça, comme on dit, l'élément n'était pas préparé. Il a soulevé seulement les problèmes des gens et il a mis sur son dos que c'est lui qui porte. Comme on dit, c'est pas mauvais, mais à la fin, ça l'a conduit à sa perte. Donc, c'est pas tout ce qu'on voit souvent qu'on parle. À bon entendeur, merci encore pour la petite histoire. Merci de liker, de partager, de vous abonner. Merci de commenter et à très bientôt pour une autre histoire. Bisous. Voilà, moi je vous laisse dire en commentaire ce que vous pensez. Et on passe à la 4e histoire, je pense. Merci de liker la vidéo s'il vous plaît. Pour ceux qui ne savent pas comment like la vidéo, il y a un petit pouce comme ça là. Il y a une main qui est comme ça là, voilà, un bras, une main. Cliquez dessus pour liker la vidéo, pour laisser un commentaire et peut-être partager la vidéo aussi à vos proches. Ça peut aider, on ne sait jamais. Donc, prochaine histoire. Bonjour DMG, je viens raconter une autre petite histoire qui m'a aussi vraiment marquée. Bon, c'était une jeune fille qui vendait dans un marché à Douala, dans un quartier, que je vais taire le nom. Elle vendait les tomates, des condiments et tout. Donc c'était une fille très sympa. Moi, j'allais souvent acheter mes condiments chez elle parce que elle était vraiment une fille gentille, pleine de vie, très sympa et tout. Donc apparemment un jour, elles avaient deuil dans un village en fait. Elles sont parties avec un de ses oncles. Donc quand elle va dans ce deuil, tout se passe bien. Et son oncle qui l'amène là-bas lui a fait certains rituels qu'elle ne comprenait pas, quoi. Donc après, il lui a demandé de rentrer, il lui a payé le transport de rentrer. Quand elles prendront le bus pour rentrer à Douala, parce que c'était le dimanche, donc elle devait commencer ses activités le lundi. Donc elle mettait la pression à son oncle, comme ça que son oncle lui a donné de l'argent pour prendre le transport, quoi. Donc elle en prend le transport. Son tonton lui dit au revoir. Elle dit à son oncle, mais pourquoi tu me dis au revoir? Il dit que non, vas-y, il n'y a pas de souci. Je vais. Donc son oncle a commencé à pleurer. Elle dit, mais pourquoi tu pleures? Tu me dis au revoir, pourquoi tu pleures et tout? Il dit non, c'est que bon, je sais plus quand est-ce je vais te revoir et tout. Elle dit, mais pourquoi ça? Il dit non, vas-y, je vais t'expliquer à Douala. C'est comme ça qu'elle prend le transport. Arrivant à un niveau, ils ont fait l'accident, je vous assure. C'était la seule qui était décidée. Donc elle est décidée du genre, elle était assise, donc elle avait remplacé quelqu'un. Vous savez, quand les cars s'arrêtent à la gare, il y avait quelqu'un qui était assis après le chauffeur. Donc le monsieur est sorti pour aller faire les achats. Elle, ne sachant pas, elle a pris la place du monsieur. Donc quand le monsieur est revenu, le monsieur lui a fait des problèmes. Mais madame, c'est ma place et tout.
Elle est restée, donc, elle est restée bavardée. Non, mais vous n'avez pas une place ici, votre nom n'est pas écrit ici et tout. C'est comme ça que le monsieur est resté tranquille. Le monsieur allait s'asseoir derrière elle. Donc, quand ils étaient en train de rouler, c'est là où il y a eu un accident. On ne sait pas où. Les camions là, les billes de bois là, donc ils ont fait l'accident et un bille de bois Une bille de bois. a transpercé cette fille. Je vous assure. Le bille de bois a transpercé. Donc, c'est entré du ventre, c'est sorti au dos. Un bille de bois. Et ça l'a perché en haut. Donc, elle est carrément sortie. Ça l'a fait sortir du bus. Et ça l'a perché en haut. Donc, quand les gens passaient, les gens l'envoyaient accrocher sur le bille de bois. C'est comme ça qu'on prend son sac, on essaie d'appeler les gens de sa famille et tout. Les gens de sa famille arrivent, ils ont pris le corps de la fille au commissariat parce que après il fallait aller au commissariat et après on l'a amené à la morgue de la place. Donc la famille est d'abord allée réclamer le corps, identifier le corps et tout. Ils ont pris le corps de la fille, ils ont amené à Douala. Donc après ils ont essayé d'appeler son oncle, le numéro ne passait pas. Et son oncle n'est pas venu au deuil bizarrement. Son oncle là. Donc pendant ses obsèques, à la levée du corps et tout, c'est comme ça qu'elle s'entendait bien avec une de ses cousines. Avec une de ses cousines. Et deux de ses frères quoi. C'est comme ça que on a fait la levée du corps, elle était couchée au salon et tout. Non, on l'avait mis dans le cercueil parce que on ne pouvait pas mettre son corps à l'intérieur. Le corps était plutôt dehors. Donc, c'était juste vite fait et puis on va l'enterrer. Juste faire un tour à la maison familiale et puis on va l'enterrer. C'est comme ça donc que le téléphone de sa cousine avec laquelle elle s'entendait beaucoup sonne. Quand le pasteur est en train de prier. Ça sonne, insiste, avec le numéro de la défunte. Ah, c'est ça que sa cousine décroche. Elle dit à sa cousine que dit à notre oncle qu'il vienne me chercher où il m'a laissé parce que où il est allé me vendre, on a refusé de m'acheter. Donc on m'a chassé parce que j'étais têtue. Donc demande-lui de venir me chercher où il m'a laissé. La fille panique, sa cousine la panique et tout. Elle lance un cri. Bon, on se dit que c'est parce que c'est par rapport à sa soeur. Elle ne parle pas. C'est comme ça que peut-être 5 minutes après, elle appelle un de ses cousins. Elle lui dit la même chose. Les deux paniquent. Pour finir, elle appelle son petit ami. Elle lui dit la même chose. C'est comme ça qu'ils ont paniqué et tout. Et quand on allait l'enterrer, c'est là où, après l'enterrement, il y a eu une assise. Et les trois ont dit ce qui s'est passé et tout. Donc c'est là où ils ont constaté que c'est l'oncle qui a tué sa nièce en fait. Donc, tellement elle a dérangé. Ils sont allés sur les lieux, mais hélas, elle n'était plus là. Donc, ils sont allés. Et c'est comme ça que son oncle a été porté disparu jusqu'à aujourd'hui. On ne l'a plus jamais revu et tout. Donc, c'est ça ma petite histoire. Donc, c'est pour dire que franchement, le diable est toujours à côté. Ton diable est toujours à côté et il n'est pas loin. Donc, faisons vraiment attention et prions beaucoup, c'est très important. Prions vraiment parce que je vous assure que cette fille aimait beaucoup son oncle. C'est elle qui faisait les courses de son oncle parce que c'était quelqu'un que tout le temps qu'il se mariait, il vendait il avait vendu sa femme, ses enfants. Donc où il était, on lui demandait quelqu'un d'autre qu'il aimait bien.
Et c'était sa nièce là qui l'aimait beaucoup, qu'il était obligé de vendre. Donc c'est un peu ça ma petite histoire. Et vraiment, je vous supplie de liker, de partager et de commenter. Merci DG. Bonne journée. Merci. Merci à toi pour l'histoire. Voilà, priez sans cesse. Et voilà. Laissez vos impressions en commentaire. Si vous connaissez l'histoire, signalez aussi en commentaire. Même l'histoire du Congo, là, le monsieur qui a dit que l'histoire est connue de tous là. Si vous rappelez de l'histoire, signalez-le en commentaire qu'entre-temps, oui, c'est vrai, j'ai aussi et tout. Et puis voilà. Donc, la 5e histoire. Alors, bonsoir DMJ, j'espère que tu vas bien. Donc, moi, je fais une note, c'est pour apporter ma bonne contribution par rapport à ton concept, parce qu'effectivement, ce que tu as apporté, c'est quelque chose d'assez intéressant, c'est quelque chose d'assez, comment dirais-je, enseignant, parce que moi, j'ai été enseignée par l'écoute de certains témoignages. Alors, moi, je vais faire mon témoignage aujourd'hui. Je vais appeler ce témoignage la maison hantée. Parce que dans mes 15 et 16 ans, j'ai subi un traumatisme. Donc j'ai vécu des phénomènes assez terrifiants dans cette maison. Donc dans les années, on va dire 2010, 2011, je crois, par là, 2010, 2011, nous étions allés retrouver notre papa là où il vivait avec sa première femme. Donc notre maman, éventuellement, ils avaient des problèmes et après une réunion, elle a accepté de repartir. Donc, on est allé trouver notre papa, on s'est installé. Dans cette maison, il y avait 4 chambres. Il y avait la chambre pour les garçons, la chambre pour les filles, la chambre pour invités et la grande chambre parentale. Donc, éventuellement, la chambre parentale était occupée par la première femme de papa et lui, bien sûr, et la chambre, la deuxième chambre, dont la chambre pour invités, était utilisée par notre maman, était occupée par notre maman, et nous on avait la chambre des filles et les autres avaient la chambre des garçons. Donc ça vivait comme ça vivait. Et au bout d'un moment, il y avait trop de difficultés à vivre, à cohabiter ensemble. C'est suite à cela que notre maman a dit, bon, elle préfère nous mettre à l'écart de tout ce bruit qu'il y a tout le temps dans la maison et pour faire partir et nous laisser, vu que nous on a été inscrits non loin de la maison. Donc elle préfère qu'on termine l'école et puis après on la rejoint. Donc c'est ce qui s'est passé. On a attendu et lorsque on restait dans la maison, bien avant que notre maman ne parte, la première chose qu'on avait déjà constatée, c'est que le chien qu'on avait emmené, donc mon chien que je gardais, il n'a même pas fait 2 mois, même pas 2 mois, il est mort. Il est mort dès que nous sommes arrivés dans la maison, il est mort. Et on avait également constaté que cette maison n'aimait pas la lumière. C'est-à-dire qu'à partir d'une certaine heure, à 19h, on rentrait dans l'obscurité. Et ça reprenait à partir d'une certaine heure, mais vraiment nuitamment. Donc c'était comme ça tout le temps. Et nous sommes restés, on a beau forcer, on appelait la SEG, je suis au Gabon, donc on appelait la société d'énergie pour venir regarder ce qui se passait, mais eux, ils ne trouvaient rien. Voilà, donc on est resté comme ça, on a changé les compteurs, un moment ça va, un moment ça ne va pas, un moment ça va, un moment ça ne va pas, donc c'était vraiment fatigant. Et lorsque notre maman part, moi, je m'installe dans la chambre là où ma maman était. Parce que la chambre dans laquelle moi j'étais, c'est une des filles de ma mère, notre première maman là, qui devait venir parce qu'elle était gravement malade, donc il fallait la soutenir. Donc moi, j'ai changé de chambre. Je me suis dit, bon, mon papa, mon défunt papa m'avait proposé de prendre la chambre de ma maman. Voilà, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc je me suis installée. Mais la première nuit que j'ai eu à passer dans cette chambre, je n'avais pas réalisé ce qui se passait parce que déjà au départ, je suis une enfant assez... j'ai été une enfant assez perturbée
sur le point de vue spirituel, perturbée dans un sens où je n'avais pas un sommeil tranquille. J'étais toujours en éveil, mon esprit était toujours en éveil. Pendant que tout le monde dort dans la maison, moi, je voyais des choses. C'est-à-dire que quand il y avait un danger dans la maison, qu'il y avait quelque chose qui se passait, même aux alentours, mon esprit n'était pas tranquille. Donc moi, je ne réalisais pas ce qui se passait, mais ma mère, elle savait que c'est comme ça que j'étais. C'est-à-dire que je peux être en train de dormir et puis soudainement, je vois quelqu'un marcher. Je vois des formes. En fait, c'est comme ça. J'étais comme ça. Donc, lorsque je grandissais comme ça, il n'y a que ma mère qui savait comment gérer ça. La seule chose qu'elle faisait, c'était de prier. Et indirectement, je pouvais comprendre. Elle m'avait dit non, tu n'as pas quelque chose de mauvais sur toi. C'est juste Dieu qui t'utilise. Tu n'as pas quelque chose de mauvais. On n'a pas à aller chez les Noirs pour te fermer la tête. Moi, je ne fais pas les pratiques. Je vais juste demander à Dieu de te protéger parce que tu es exposé. Donc, n'importe quel esprit peut t'utiliser, peut t'embêter parce qu'ils savent ce que tu as en fait. Donc, c'est comme ça que je restais. Mais après, la nuit que j'avais passée, c'est comme si en fait, moi, j'avais vu ça comme un rêve. Parce que j'étais dans les 15-16 ans, je ne réalisais pas vraiment ce qui se passait en fait. Je vis ça comme un rêve. Parce que je me mets à dormir, j'arrête la lumière, j'ai les pieds comme on me tire les pieds, on s'appuie sur moi, on me piétine la tête. Vraiment, c'était comme un combat, comme si on me bastonnait, on me maltraitait en fait quand je dormais. C'était vraiment invivable. Donc j'ai passé beaucoup de temps comme ça, j'étais là, je maigrissais même. On me demandait dehors, mais c'est comment tu as maigri? Mais moi, je ne faisais pas le lien. Parce que pour moi, je me suis dit, les choses comme ça, c'est peut-être mon imagination. Parce que je sais déjà que depuis petite, j'ai ces choses-là où je vois les choses. Mais je me suis dit, moi, je n'avais jamais pris ça en considération. Donc, ce que je vivais dans la chambre, je ne réalisais pas ce que c'était. Je ne réalisais pas. Donc, c'est comme ça qu'après, ce qui se passait, une fois, j'avais senti vraiment le danger. Les autres fois, c'était vraiment, ça, je peux faire peut-être 10 minutes. C'est là, ça me perturbe, quelqu'un s'assoit sur moi. Vraiment, je vivais des trucs compliqués que je ne réalisais pas. Donc, ça a mis du temps comme ça, ça a mis du temps. Mais une fois, il y a un jour, c'était grave. C'était vraiment grave. C'était grave au point où, ce jour-là, je me suis débattue parce qu'on m'étranglait, on m'étouffait. Je n'arrivais plus à respirer. Donc, au moment où on m'étranglait, on m'étouffait, j'étais comme dans un combat où vraiment on voulait m'achever. C'est comme ça que je criais, mais la voix ne sortait pas. Je criais, je bougeais les pieds, mais je n'arrivais pas. J'étais comme tétanisée, j'étais comme bloquée, j'étais comme dans une cage où mes mouvements. Moi, je sais que je fais les mouvements, mais les mouvements, mes bras ne se lèvent pas, mes pieds ne se levaient pas. Donc, j'étais comme étouffée, ça n'allait pas. Donc, c'est comme ça que quand je criais, la voix ne sortait pas un moment, mais après un moment, la voix est sortie. Et quand la voix est sortie, mon père est sorti en catastrophe. Il a cogné sur ma porte. Coucou, il m'a appelé. Mais après, je n'ai pas répondu. Je ne sais pas si cet esprit-là faisait en sorte que je ne pouvais pas révéler ce que je vivais. Et je n'expliquais ça à personne. Je vivais ça comme ça parce que, intérieurement, je savais déjà que moi, je vois des choses. Je me suis dit, peut-être que c'est le fruit de mon imagination. On va me dire que je raconte n'importe quoi. Mais le fait que je crie et que mon père écoute ma voix, c'est en ce moment que j'ai réalisé que non, ce que je vivais, c'était pas quelque chose que j'imaginais, c'était la réalité. Et je me débattais, mais je n'arrivais pas à sortir de là. Et c'est en cet instant que mon père est venu cogner à ma porte, mais je n'ai pas déclaré ce que j'avais vécu. J'avais fermé la bouche. J'ai continué de fermer la bouche. Et quand j'ai fermé la bouche, il s'est sûrement dit que j'étais dans le sommeil. Et puis après, il est parti. Donc moi, je me suis endormie avec la fatigue. Mais le matin, quand je me suis levée, j'en avais tellement marre de ce que je vivais. Je ne dormais tellement pas bien. J'étais fatiguée que j'ai parlé. J'ai commencé à parler. J'ai crié dans la maison que toi, l'esprit qui me dérange, je ne te connais pas. Je ne sais même pas qui tu es. Je ne sais même pas d'où tu sors. Laisse-moi tranquille. Tu me fatigues. Je ne dors pas. Vraiment, j'avais sorti tout. Je l'avais
insulté, je l'avais parlé, je l'avais menacé comme si j'avais affaire à quelqu'un qui était devant moi. Et quand je faisais ça, je priais. Je confessais le nom de Jésus. Je priais, je confessais le nom de Jésus. Et ça ne s'est pas arrêté là. J'avais des cousines qui ne restaient pas loin de là, qui ont grandi dans le quartier, qui connaissent le quartier. C'est comme ça que j'ai expliqué ce que je vivais. J'ai dit que, les filles là, voilà. Donc, parmi elles, il y a une qui m'a dit, donc toi, tu ne connais pas l'histoire de votre maison là. Je dis que l'histoire de notre maison là, comment? Et que donc toi, tu ne connais pas que votre maison là, c'est une maison hantée. Qu'il y a une femme qui est décédée dans cette maison. Et là où on l'a trouvée morte, c'était dans la chambre du milieu là. Je lui ai dit que c'est là où moi je dors, c'est là où elles ont crié au scandale. Donc toi, tu vis des choses comme ça, tu supportes. Mais c'est ce que la femme l'a fait ça depuis. Les locataires qui étaient là avant ne faisaient jamais un mois. Je ne sais pas comment vous avez fait pour faire même plus de 3 ans là. Je ne sais pas. Plus de 3 ans, 4 ans, vous êtes là. Je ne sais pas comment vous avez fait. L'esprit là en train de te déranger comme ça. Tu n'as pas dit ça aux parents. J'ai dit non, c'est seulement à vous que j'explique. Mais dans la chambre, je me suis mise à crier, je me suis mise à prier. Je suis rentrée presque en transe parce que j'étais fatiguée en fait. Vous voyez, quand ton esprit est fatigué de se battre, la personne réagit. C'est comme ça qu'elles m'ont expliqué que non, auparavant, il y avait une femme qui vivait, elle est décédée dans cette chambre. Et dans cette chambre en question, on l'avait trouvée là. Et tous les locataires qui passaient par là vivaient ce que tu expliques là. Mais nous, on s'est dit que comme vous ne vous plaignez pas, peut-être que c'est passé, elle ne fait plus si elle est partie. Mais si tu expliques, c'est qu'elle est toujours là. C'est comme ça que mes soeurs m'avaient expliqué que non, voici ce qui se passait. Donc, c'est comme ça qu'après, on est resté. Quand j'ai terminé de prier, j'ai fini d'expliquer ça à mes soeurs. Je suis rentrée à la maison. Bizarrement, dans la nuit en question, je n'ai plus ressenti quoi que ce soit. Donc, dans la même semaine, je commence, comme je nettoyais souvent la maison, j'étais la seule fille dans la maison, les autres étaient allés en étranger après leur bac. Les autres étaient allés en étranger, j'étais restée la seule. Donc moi, ce que je faisais, c'était nettoyer la maison. Donc, quand je nettoyais la maison, il y avait une odeur de pourri, une odeur de pourri vraiment qui me dérangeait, comme le rat, comme on dirait plusieurs rats qui étaient morts. Donc, je ne comprenais pas. Je dis que, mais je cherche, je ne trouve pas les rats, je ne trouve pas les rats. J'ai laissé passer, donc l'odeur était dans la maison. Mais je me rappelle, sauf si maintenant, ça sont les années quand même 2010, donc je ne me rappelle plus que dans la maison, les gens se plaignaient de cette odeur. Mais j'étais la seule, apparemment, à constater qu'il y avait des mauvaises odeurs dans la maison. Donc, c'est après cela que, la semaine après, je constate que quand je suis en train de préparer, à la gazinière en question, là où je prépare, il y a des asticots qui tombent. Je cherche à savoir, je dis que Seigneur, ça c'est quoi? Ça sort d'où? Donc tout ce que j'ai préparé, j'ai jeté. C'est comme ça que quand je lève la tête, il y a des asticots, tu vois sur comment on appelle, sur le plafond, il y a des traits. Il y a des traits et tout ça là. Donc les traits du plafond là, les asticots sortaient de là. Et c'est comme ça que j'ai appelé mes frères. J'ai dit que non, venez et tout ça. Donc quand mes frères sont arrivés, ils ont aussi appelé leurs amis. J'ai dit non, il y a des asticots qui sont en train de tomber. Je ne sais pas si ce sont des rats qui sont sur le plafond. Mais vraiment, regardez le désordre que ça crée. C'est dégueulasse. Ils sont montés. Ceux qui ont sorti de là, c'était un gros chat noir. Un gros chat noir décomposé, bien décomposé. Je ne sais pas comment le chat est mort dans le plafond. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'avais jamais fait le lien. J'étais encore vraiment dans les 15-16 ans. Je ne réalisais pas les choses. Les choses se sont passées devant moi comme ça. Je ne réalisais pas. C'est maintenant après, lorsque je suis allée en vacances chez ma maman, que j'avais expliqué à ma mère ce qui s'était passé. C'est là où ma mère m'a expliqué que tu penses que le chat qui est mort là, c'était quoi? Donc, je me suis rendu compte que ma prière avait porté et mes paroles avaient porté. Et je vous jure que après la prière que j'avais eu à faire, j'avais très bien dormi. Après qu'on avait jeté le chat, j'avais très bien dormi jusqu'à ce que j'aille en vacances chez ma mère. Je n'avais plus jamais reçu de persécution. Jusqu'à ce qu'on soit quitté de cette maison, on est allé maintenant dans notre maison que notre papa avait construite. On n'avait plus jamais reçu de persécution. Et le détail que j'avais encore oublié en dehors de l'électricité qu'il n'y avait pas dans la maison et pourtant on mettait les unités. Et Dan, c'était que le chien que j'avais emmené,
Même pas 2 mois, le chien là est mort. Il n'avait pas de problème, rien du tout. Il était bien portant quand on est arrivé. Même pas 2 mois, le chien est mort. Donc, c'est après que j'ai fait le lien, c'est après analyse que j'ai compris que c'est l'esprit là qui régnait dans cette maison. Donc, c'est simplement pour vous faire comprendre que les réalités que nous vivons en Afrique, ce sont des choses vraies. Les histoires que vous écoutez, ce sont des histoires vraies. On doit simplement faire attention. Ce genre de pages, ce sont des pages qu'on doit vraiment chercher à développer, qui doit aller dans les 40 000 vues, 40 000 cas, parce que ce sont des pages qui nous enseignent vraiment. Ce sont des pages qui nous enseignent. Les maisons hantées, ça existe. Quand on rentre dans une maison, on doit prier. Quand on rentre dans une maison, on doit la purifier. Moi, c'est maintenant que je suis en couple, c'est maintenant que j'ai un foyer, que j'ai des enfants, que je fais attention à tout ce que je fais. Tout ce que je fais, là où mes enfants vont, là où mes enfants mettent les pieds, là où ils dorment, je fais attention à tout parce que à n'importe quel moment, on peut me prendre l'esprit de l'enfant. On peut même, quand quelqu'un vient passer même les vacances, quelqu'un peut s'amuser avec ma maison, mettre des trucs dans ma maison. C'est en écoutant les témoignages que vous avez sur votre page qu'on réalise qu'on est en danger autour des gens avec qui nous vivons, vraiment autour de nous, même si ce ne sont pas des gens de mauvaise foi, non, mais ils peuvent être conduits par l'ennemi qui est là juste pour détruire. Donc vraiment, c'était ça, c'était ce que je voulais apporter comme contribution. Que Dieu nous protège. Merci. Voilà, merci. Ça, c'est le genre de page qui doit dépasser les 40 000 cas. Oui. Imagine, on fait YouTube là, 300 000 abonnés. Donc, laissez un like, likez la vidéo. Et qui dit 300 000 abonnés dit aussi 300 000 histoires. Parce que chacun vient avec son histoire. Donc, plus on aura des abonnés, plus il y aura d'histoires et ainsi de suite. Donc, laissez un like à la vidéo, laissez un commentaire, partagez le concept. Donc, on passe à la 6e histoire, je pense. Oui. 6e histoire. Bonsoir DMG, donc nous sommes rassemblés, nous sommes à 2 pour raconter un peu comment notre maman est décédée. Donc l'histoire se déroule précisément en 2013. Là nous sommes à Libreville, mais en 2013 on était à Bitam. Donc on était à côté du Cameroun. C'est comme ça que bien avant le décès de notre mère, on vivait bien, il y avait la joie. Et comme on connaît, comme toute famille africaine, on était toujours nombreuses et tout. Les garçons, filles mélangés, les enfants des oncles, des tantes, nous tous mélangés. Il y avait aussi des fêtes qu'on faisait entre nous. Mais de là à imaginer que le mal pouvait venir de près, on ne s'y attendait pas. Donc, bien avant que notre maman ne meure, elle présentait d'abord certains signes. Et souvent, c'était des saignements où elle pouvait avoir des vertiges et elle tombait subitement. Mais à chaque fois qu'on partait à l'hôpital, soit on donne des calmants, soit on dit qu'on ne voit rien. Mais il y avait aussi un bruit du genre qui venait le plus souvent aux environs de 3 heures du matin, 4 heures du matin sur le toit, comme si on versait un sac de sable. Oui, un sac de sable sur le toit. Et le bruit, voilà, ça fait pratiquement 2 semaines comme ça. Là, et les gens qui venaient aussi cogner sur les fenêtres et tout. Donc nous, on ne savait pas ce qui se passait, mais on savait juste qu'il ne fallait pas sortir. Comme on connaît, chez nous, il y a des traditions, il y a des choses que nos parents maîtrisent, que nous, les enfants, ne maîtrisent pas. Nous, on est juste là, on est mitigés, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? On nous dit juste non, ne sortez pas, on doit tous rester dans la maison. Alors que nous, on ne savait pas que tous ces bruits, c'était que dans le monde spirituel, on était en train de venir déposer quelqu'un qui était mort sur le toit. Donc, ça veut dire que quelqu'un devait mourir chez nous, quelqu'un qu'ils avaient déjà tué spirituellement. Oui, effectivement, c'est ça. Parce que le bruit, parce qu'on avait vu, je me rappelle, papa était parti chercher le pasteur, mais après, le pasteur avait dit que lui, il ne pouvait pas venir régler cette histoire parce que dans notre village, il risquait d'en payer le prix. Donc, il est parti, il a envoyé une évangéliste qui était venue à la maison, je me rappelle ce jour-là.
elle avait fait une prière, elle nous avait fait comprendre que le sable, le bruit que vous entendez aux environs de 2h, 3h du matin, ce sont les pièges qu'on vous lance sur le toit, que la personne qui va essayer, qui a le vampire et qui va essayer de sortir, mourra. Voilà. Donc, notre maman, elle savait déjà que c'était elle qui devait être touchée. En gros, parce qu'elle se disait que c'était elle qui devait nous défendre, mais elle ne nous disait pas ce qui se passait réellement. Même pas à papa. Donc, le jour que ma soeur rentrait des cours... Moi. Le jour, c'était un vendredi, je rentrais des cours et je trouve mon père en colère. J'étais rentrée des cours à 9h. Je trouve mon père en colère dans la maison. Je dis, mais papa, qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Oh non, machin. Vous fermez, vous partez à l'école, vous laissez les fenêtres et les portes ouvertes. Après, moi, je dis, mais papa, tu ne peux pas te mettre en colère à cause de ça. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi ce qui se passe. Et il me dit, oh non, on a ramassé ta mère à Kiosi au Cameroun. Donc là, l'histoire se déroule maintenant au Cameroun. Ma mère était tombée dans une ville au Cameroun appelée Kiosi. Donc là-bas, elle était partie. Apparemment, papa m'explique qu'il avait envoyé maman à Kiosi à essayer d'aller faire les examens. Donc voilà comment elle était partie tomber là-bas. Et papa, pour lui, il a décidé qu'on aille urgemment à Kiosi. Voilà comment nous avons roulé. Nous sommes arrivés à Kiosi. On trouve un bain de sang. Pour nous, on se disait que bon, c'est certainement un accident. Après, on a demandé au médecin que mais c'est quoi tout ce sang-là qu'on voit depuis en bas, vu qu'au fait la clinique était sur une colline. Voilà, donc il y avait le sang partout au fait. Donc, quand on arrive, on dit ah, c'est une femme qu'on a transportée, on a emmené la femme ici. Mais papa dit ah, mais la femme là, elle était beaucoup blessée, hein. Ne sachant pas que c'était ma maman, c'était notre mère. Maintenant, quand on arrive comme ça, on trouve maman avec... Non, c'est que elle était méconnaissable. Elle a changé en espace de... Ma mère que j'ai vue le matin, c'était pas la même que j'ai vue à 15h ce jour-là. Oui, et après ça, on nous a fait comprendre qu'à Kiosi, il n'y avait pas il n'y avait pas le bon matériel et tout pour qu'elle puisse dormir et qu'elle puisse suivre les soins. Donc c'est comme ça qu'on l'a transférée en bas. Nous sommes partis, comme papa est véhiculé, nous sommes partis. C'est ma soeur qui est partie avec papa et maman. Donc comme ils sont partis là-bas, on a remarqué que l'état s'aggravait déjà, mais qu'il fallait qu'elle dorme pour qu'elle suive bien le traitement parce qu'elle ne pouvait plus retourner sur Bitam avec son état. C'est comme ça que quand ma soeur, elle apprend, elle doit partir à l'école. Elle a dit à maman que voilà. Oui, j'ai dit à ma mère que voilà, maman, je vais rentrer. Vu qu'elle commençait à aller mieux. Bon, d'après nous, on ne savait pas ce qui se passait. D'après nous, elle commençait déjà à aller mieux. Parce qu'on l'avait remontée légèrement et tout ça là. Donc le lendemain, je me rappelle qu'on avait fait 2 jours. Le lendemain, après 2 jours, je devais rentrer. Parce que lundi, je devais aller à l'école. Parce qu'on était parti vendredi. Lundi, je devais aller à l'école. Je dis à maman, bon maman, voilà, je dois rentrer. Tu sais que je dois aller à l'école. En plus, j'ai 2 voix. Elle me dit non, ne pas apparaître encore avec moi ici. Je dis, ah maman, mais ta meilleure amie, elle est venue te trouver ici. Elle est venue te trouver ici, tu vas rester avec elle. Elle dit non, ne me laisse pas seule. J'ai dit, ah maman, moi j'étais petite, je ne connaissais pas. Ah maman, non. Tu vas rester avec ta meilleure amie. En plus, elle est grande et tout. Elle sait comment elle peut te laver, tout ça. Moi, je ne connaissais rien. J'étais vraiment un enfant. J'étais perdue. Et puis, moi, je me disais que elle était mieux placée pour prendre soin de ma mère que moi. Que sa meilleure amie était mieux placée pour le faire que moi. Donc, papa aussi, subitement, en sortant de l'hôpital, on remarque que mes tantes et mes oncles, tous, je me rappelle que moi, c'est vrai que j'étais enfant, mais je n'étais pas, j'avais peut-être dans les 18 ans. De 18 ans, je me rappelle que papa n'avait pas appelé quelqu'un ce jour-là. Papa n'avait dit à personne, quand on était parti au Cameroun, il n'avait dit à personne que ma mère était malade.
subitement, on voit les gens arriver, les gens de mon village arriver à l'hôpital. Mais papa, qui dit, mais c'est quoi ça? Ils sont arrivés, oh non, machin, on a entendu que tu as fait malade et tout ça là-bas. Papa, lui, ne sachant pas ce qui se passait, il a laissé. Après moi, je suis rentrée. Et là... Donc, elle est arrivée à l'hôpital et c'est derrière que ils ont terminé de, si on peut dire comme ça, terminé avec elle. Oui. C'est là où ils ont finalisé la chose en fait, parce que c'est là-bas où elle est morte. Donc, quand elle est revenue là, quand elle est sortie de l'hôpital d'Ambam pour venir sur Bitam, elle ne se sentait plus vraiment. C'est comme ça qu'on la transfère encore pour Libreville. Donc, quand elle part à Libreville comme ça, elle part avec papa. Papa dit non, nous on ne peut pas partir parce que nous sommes des enfants et on apprenait encore. Et à Libreville, là-bas, l'été était déjà tellement grave parce qu'elle était sous oxygène. Elle ne pouvait même plus aller aux toilettes. En tout cas, elle, c'était déjà le genre qu'elle disait juste les au revoir. Et c'est à la fin qu'elle termine de dire à papa que voilà, elle voulait protéger la famille parce qu'elle savait ce qui se passait, mais elle n'était pas avec les femmes là. Elle savait, mais elle voulait protéger ses enfants, elle voulait nous protéger. C'est comme ça qu'elle a lâché la vie. Et les gens là l'ont eu. Sa meilleure amie était parmi ces gens-là. Donc, le conseil que nous pouvons vous donner aujourd'hui, c'est de ne pas avoir confiance. Même si tu vois que la personne est collée avec toi, toi l'enfant, même si tu vois, surtout même les maris là, parce que ce sont les maris, vous laissez, on laisse souvent que la femme déjà qu'elle est comme ma soeur, on n'appelle même plus amie, c'est maintenant ma soeur. On a grandi ensemble et tout, de faire attention parce que le mal ne vient pas jamais de loin. Toujours de côté. Et lorsqu'on faisait son deuil et tout, sa meilleure amie là n'est pas venue. Elle n'est même pas venue. Pourtant, nous, on ne se doutait de rien. C'est après qu'on découvre ce qui s'est réellement passé. Donc, de faire attention lorsque quelqu'un est hospitalisé, quelqu'un de votre famille. Vous dites, ne partez pas, restez là. Je ne veux pas voir telle personne. Faites-le, parce qu'on ne sait pas. Dans le monde là, les gens sont mauvais, les gens sont méchants. C'était ce qu'on voulait vous partager. Merci beaucoup et toutes mes condoléances aussi pour votre maman. Merci pour le conseil. Et parfois, il est important de suivre ce que le malade ou la personne déjà accidentée est en train de vous donner comme conseil. De pas à pas, reste. C'est très... je pense que avec un peu de lucidité, tu peux voir que c'est pas un truc simple. Tu restes, d'abord tu vois ce qui va se passer, c'est un peu ça. Donc merci, laissez vos commentaires, likez la vidéo pour pousser un peu plus la vidéo. Et on passe à la 7e histoire. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Bon, moi je suis au Gabon, je voulais raconter l'histoire de ma mère. Bon, comme ma grand-mère est camerounaise, elle est Iwondo. Donc, elle revient d'un village qu'on appelle un temps, je crois, un temps. Je ne sais pas si je prononce ça bien parce que, bon, nous ne sommes jamais allés là-bas. Donc, ma grand-mère, ma mère apprenait là-bas. Elle a fréquenté là-bas. Elle avait une copine. Elles étaient vraiment ensemble. Elles étaient collées, faisaient tout ensemble. Donc, elle s'est promis avec sa copine que quand elles auront des enfants, si elles font des filles, si chacune d'elles a au moins une fille, elle va donner le nom de sa fille à l'autre. Donc, un jour, elles sont là en classe. Ma mère vole un gros mille-pattes sur la cuisse de sa copine que je vais appeler Vanessa. Elle crie, oh Vanessa, il y a un gros mille-pattes sur ta cuisse. Sa copine tape le mille-pattes tombe. Le lendemain, on annonce que sa copine est décédée. Donc, c'est le père de sa copine qui l'avait vendue dans le con. Son père l'a vendue dans le con. Maintenant, quelques jours après, comme c'était au village, donc il n'y a pas de pompe là-bas. Si vous voulez boire de l'eau, vous allez à la rivière puiser de l'eau. Donc, pendant la récréation, il y a certains de ses camarades qui sont allés à la rivière pour boire de l'eau, puiser, je ne sais pas trop.
Elles reviennent dire à ma mère que non, oh, il y a Vanessa qui t'appelle à la rivière, elle est là-bas, elle dit qu'elle t'attend. Elles nous ont envoyé t'appeler. Elle m'a dit, ah, quelle Vanessa? Vanessa est décédée. C'est quelle Vanessa que vous avez vu que non, machin, elle vous a envoyé m'appeler. Elle a laissé. Ensuite, elle est rentrée, elle a raconté ça à mon arrière-grand-mère. Donc, comme mon arrière-grand-mère aussi, elle n'était pas normale. Bon, je vais dire ça comment. Elle était dedans. En tout cas, ça c'est l'histoire de toute ma famille même. Elle était dedans. Donc, elle lui a dit non, il ne faut pas partir parce qu'elle est venue te chercher pour t'emmener avec elle. Ne pars pas. Quand elle t'appelle comme ça, ne pars pas. Si tu pars, elle va t'emmener avec elle. Le lendemain encore, les autres sont repartis à la rivière. Elles sont revenues. Ils sont revenus à la même chose. Oh, il y a Vanessa qui t'attend. Elle t'appelle pour que tu viennes, machin et tout. Elle veut te voir. Juste après, quand ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, elle était guérisseuse et tout. Bon, ils ont fait les médicaments, ils ont lavé ma mère le corps et tout. Et donc, sa copine a arrêté d'apparaître. Elle a arrêté de venir. Et le comble de l'histoire, c'est qu'elle m'a donné le prénom de sa copine. Elle m'a donné le même prénom que sa copine. Donc, c'était un peu ça, l'histoire de ma mère qu'elle m'a racontée. Bon. J'ai d'autres histoires. Bon, je vais faire d'autres audios. Parce que, bon, merci. Merci pour l'histoire. Et voilà. Laissez des commentaires. Likez la vidéo s'il vous plaît. On clique sur le pouce qui est comme ça là. Et puis on like la vidéo. Dites-nous d'où vous regardez la vidéo. C'est au Cameroun, en France, Maroc, au Canada, Gabon, Guinée, Côte d'Ivoire. Donnez. Il faut signaler en commentaire. On passe à la 8e histoire. Bonsoir encore. Bon, l'histoire que je vais raconter, ça s'est passé toujours au Congo. Ça s'est passé au Congo, dans les trousseaux de Beni Butembo, pour ceux qui connaissent bien les milieux. C'est l'histoire d'un chauffeur. Un chauffeur qui était parti récupérer le véhicule de son patron au niveau de la douane vers Kassindikwa. C'était un nouveau véhicule. Et puis, il fallait que le chauffeur l'amène jusqu'à Butembo. Et puis, quand le chauffeur a récupéré le véhicule, c'était sous forme d'un fuso, un camion quoi. Non, c'était sous forme d'un ben. Hein. Vous savez, les véhicules là qui portent du sable, des cailloux. Voilà, c'était ça. Et puis le monsieur, quand il a récupéré le véhicule, quoi, il est arrivé à un village comme ça. Et puis il s'est dit, comme il fait nuit, laisse-moi me reposer ici, je vais continuer demain. Bon, vous savez, les hommes, il se dit que non, je ne peux pas dormir ici seul, il faut que je cherche une femme qui va prendre soin de moi cette nuit. Et puis il a parqué son camion juste à côté de la route. Et puis c'est comme s'il a cherché la femme quelque part là-bas. Ils ont passé une nuit ensemble. Et puis le matin, quand ils se sont réveillés, ils s'étaient convenus qu'il va lui payer $5. Ne fût-ce que $5. Et puis quand ils se sont réveillés le matin, quand la dame lui a dit au monsieur que non, fais-moi mon argent comme tu veux partir, il faut me donner mon argent quoi. Le monsieur lui a dit, mais quel argent? Mais non, tu m'as promis de me donner $5 non pour la nuit. Moi, le monsieur dit, moi, mon $5 que je te les donne toi, une fille comme toi, une fille laide comme toi.
Je ne peux pas. Je ne peux pas. Même 500, je ne peux pas te donner. La fille dit, mais comment? Comment tu dis que tu ne peux pas me donner mon argent? Et pourtant, on a passé toute la nuit ensemble. Tu dois me donner mon argent. Le monsieur dit, non, je n'ai pas d'argent. D'ailleurs, moi, je ne peux pas prendre une fille sale, villageoise comme toi. Laisse-moi tranquille, je m'en vais. La fille a dit, ah bon, c'est ça. Ok, ce n'est pas grave, tu peux partir. Le monsieur est parti. Quand le monsieur est parti, il suit le camion, il voulait démarrer le camion. Le camion n'a pas démarré. D'ailleurs, les clés, les contacts, quoi, n'est pas entré dedans. Donc, quand on veut ouvrir le véhicule, ça n'a pas tenu. Le monsieur se demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il fait tous ces manœuvres, ça ne tue pas. Et le camion était neuf, attention, ça venait de l'usine, tout neuf. Et puis le monsieur se dit, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un problème, il y a quoi? Il ne s'était pas rendu compte que la femme qu'il avait refusé de donner l'argent, elle pouvait lui faire ça. Lui, il s'est dit que non, peut-être c'est un problème, juste, vous savez, avec le camion, comme il était mécanicien, il dit, c'est juste un problème. Il va sous le camion, il vérifie tout, mais ça ne tient pas. Il veut faire entrer les contacts, ça ne tient pas. Il s'est dit, mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Il était obligé de prendre la moto et aller voir son patron à Butembo et lui expliquer comme quoi le camion ne marche plus. Je suis dormi, c'était, je ne me souviens pas des didons de ces milliers. Je suis dormi là-bas, comme il faisait nuit, mais le matin quand je voulais quitter, le camion ne marchait pas. Je ne sais pas si c'est quel problème. C'est vrai. Ils ont amené d'autres mécaniciens, ils sont partis là-bas. Ils ont vérifié les camions, ils ont dit, le camion n'a aucun problème. C'est quoi au juste? Le patron a dit non, comme les mécaniciens sont incompétents d'ici, chez nous, laisse-moi appeler les mécaniciens au niveau de Kampala, en Ouganda. Les mécaniciens sont venus, ils ont vérifié le véhicule n'a aucun problème, mais ça ne marche pas. Ils ont voulu même, on dit quoi? Donc détacher toutes les pièces, quoi. Détacher le pneu, tout. Mais quand ils voulaient mettre les... Si je peux dire que je ne connais pas trop les histoires des véhicules. Quand ils voulaient mettre, si c'est les vis pour ouvrir quelques pièces, les vis, donc ça ne tient toujours pas. C'est comme ça, comme les messieurs avaient décidé que non, je ne peux pas amener mon camion et que ça reste là comme ça. Laisse-moi appeler à l'usine qu'on m'envoie quelqu'un qui viendra faire marcher ce camion. C'est comme ça, comme les messieurs appelés à l'usine, ils ont expliqué les problèmes, ceci, cela, ils ont dit ok, c'est pas grave, on t'envoie quelqu'un. Quelqu'un est venu, un blanc, en provenance, je ne sais d'où là on va de véhicules, si c'était à Dubaï, c'était où, je ne sais pas. Il est venu avec tout le matériel. Il est arrivé là-bas, il n'a rien fait. Il se demande, mais le camion est donc intact, il n'y a aucun problème. C'est quoi au juste? Jusqu'à ce que le monsieur, quand il a dit que ça devient un grand problème, qu'est-ce que je vais faire? Il a été obligé d'avouer que nous, vous voyez, mon patron, en tout cas, tout ce que nous venons de faire là, comme je vois que ça ne marche pas, c'est comme si c'est à cause de quelque chose que je fais. Quelque chose que tu as fait, qu'est-ce que tu as fait? Oh, vous savez, nous les hommes, quand je suis arrivé ici, je me suis dit que je ne peux pas dormir seule. Alors, j'ai récupéré une fille et le matin, quand on s'était convenu de lui payer $5, mais le matin, quand il m'a demandé cet argent, au lieu de lui donner ça, je lui ai insulté et je ne lui ai pas donné cet argent. C'est peut-être à cause de cela que les camions ne marchaient pas. Le monsieur dit, mon Dieu, il fallait le dire avant le temps. Pourquoi tu ne l'avais pas dit? Et puis, ils ont commencé à chercher la fille. Ils ne l'ont pas trouvée. Je te jure que les camions avaient fait là-bas plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Donc, dès que vous passez, si tu étais le premier à passer dans ce trousseau, et puis tu trouves,
Un camion tout neuf comme ça, il y a des arbres qui ont poussé là-bas. Des lots arbres ont poussé. Un camion neuf comme ça, qu'est-ce que ça fait là-bas? On te raconte déjà l'histoire. L'histoire, c'était comme ça. Ah bon? Plus de 20 ans, s'il vous plaît. Moi, j'avais vu le camion. Et ce cas, j'avais aussi demandé qu'on m'avait raconté cette histoire que non, il y avait ceci, cela. On avait cherché la dame, cherché jusqu'à ce qu'on n'a pas trouvé. C'est après, aujourd'hui, ça fait au moins 4 ans. Oui, si pas 4 ans, 3 ans, 4 ans. Ça fait au moins 4 ans qu'on a libéré les camions. On l'a libéré comment? Finalement, la fille s'est présentée. Il faut voir ce qu'elle a exigé. Les $5 là, que le monsieur avait refusé de lui donner, étaient multipliés fois combien? C'est maintenant qu'ils ont répondu à ces exigences. Et puis le patron a dit que non, j'avais acheté ces camions, c'était beaucoup d'argent quand même, je ne peux pas le laisser là comme ça. Moi, je vais lui donner tout ce qu'elle veut. Je lui donne tout ce qu'elle veut, l'argent qu'elle demande pourvu que je libère mon camion. Et c'est comme ça, comme le patron avait donné l'argent à la dame, elle était déjà une dame quoi. Et maintenant, ils ont pris les contacts et faire marcher les camions. Ça a marché sans problème et c'est parti. Si vous connaissez les gens qui vivent de là, si quelqu'un les connaît, ils peuvent demander l'histoire et ils vont vous raconter l'histoire. Donc, presque tout le monde connaît cette histoire. Dernièrement, plus de 20 ans, les camions étaient là. Donc, tu vas après un an, tu passes, les camions toujours là. Vous voyez? C'est pourquoi j'aimerais dire, c'est toujours les hommes. Tu vois, toujours les hommes. Il faut savoir comment vous maîtriser les trucs quoi. Si tu ne dors pas sans faire l'amour, qu'est-ce que ça va te faire? Et puis essayer de chaque fois répondre aux promesses quoi. Je ne sais pas si c'est des conventions, si c'est quoi. La dame l'avait sauvé toute la nuit, mais le matin quand tu lui demandes de lui donner ne fût-ce que $5, ça devient un problème. Il faut voir, ils ont dépassé beaucoup d'argent, plus que même ces $5. Et il lui a payé beaucoup d'argent, puisqu'il avait pris le chiffre là, les 5. Il avait augmenté je sais combien de zéros, des dollars. Qu'on lui donne ça, si on ne lui donne pas ça, le camion restera là jusqu'à l'infini. C'était un peu ça, l'autre histoire. Ce monde est méchant. Merci beaucoup pour l'histoire. Et c'est pas seulement les hommes, mais même les femmes aussi. Et d'ailleurs, dans ton histoire aussi, la femme n'était pas... Elle n'a pas... Et c'est quoi? On vend pas le piment. Hein. Et toujours les hommes. Ouais, mais le gars aussi, gars. $5, c'est quoi, mon frère? Tu passes la nuit à enjailler l'enfant de trouille, tu veux pas donner $5, mon frère. Oui. En tout cas, remboursez vos dettes. Laissez un like à la vidéo, likez la vidéo, partagez, commentez. Voilà. On répond à tous les commentaires. Donc, laissez des commentaires, posez vos questions en commentaire. Posez vos questions. Donnez vos contributions en commentaire. On passe à la 9e histoire. Bonjour DMG, déjà beaucoup de courage par rapport à ce que tu entreprends sur ta page parce que on apprend beaucoup. Venant de ta page, on apprend beaucoup de choses. Ça nous édifie. L'histoire que je vais raconter ce matin n'est pas une histoire très tragique en tant que telle, mais c'est une histoire de sensibilisation par rapport aux rencontres que nous faisons dans la vie, les rencontres amicales, les rencontres amoureuses. Donc, c'est l'histoire d'une amie, c'est vrai que ça date de déjà peut-être bientôt 4 ans, qui avait fait la rencontre d'un monsieur dans un magasin de meubles. Et vous voyez ce genre d'homme assez mature, bien entretenu, frais et ça, tu te demandes même que, mais comment celui-là fait alors c'est pour ne pas être déjà en couple ou marié?
Donc voilà que quand ils se rencontrent, le monsieur dit à la fille il a déjà trop connu des filles pas très sérieuses. Il demande à la fille que lui, il voudrait rencontrer la famille de la fille. Ça, c'est en moins de 3 mois de relation, hein. Alors, la fille, sous la pression du monsieur, il se dit, bon, si c'était pas quelqu'un de sérieux, il n'aurait pas demandé à rencontrer la famille. Donc voilà que elle en parle à ses parents que voilà, j'ai quelqu'un, parce qu'ils se sont déjà fréquentés, ils ont appris à se connaître et tout. Et le monsieur, ils ont peut-être les cas de 12 ans, c'est un chef d'entreprise. Et voilà, le jour où il décide donc de voir les parents de la fille, il s'habille très très bien. C'était un côtier, il vient avec des bons vins. Et quand il rencontre le père de la fille, les parents de la fille, le père de la fille lui pose une question très intrigante de par la nature, de par son apparence. Mon fils, vous avez été une fois Jésus-chrétien. Même la fille est étonnée que mais son papa sort ça d'où? Le gars ne contourne pas. Il dit qu'il a été contacté par ces gens lorsqu'il était au Gabon sur une plateforme pétrolière parce que il gagnait beaucoup d'argent par mois et tout. Mais il n'a pas succombé. Il n'a pas succombé. Et quand la fille pousse dans en fait, le papa lui dit juste OK. Mais il n'est pas très enchanté par le monsieur. Et notez bien que c'est ce monsieur qui dépucelle la fille. Le papa dit OK, il n'y a pas de souci. Bon, si tu aimes vraiment notre fille, voilà. Nous, on a d'autres religions. Essaye de voir si tu pourras nous rejoindre dans cette religion, si tu pourras apprendre la parole de Dieu et tout. Le monsieur ne dit pas oui, il ne dit pas non. Donc, c'est lorsqu'elle pousse la conversation avec ce monsieur pour essayer de comprendre quand est-ce qu'il a été contacté par, selon ses dires, par les Jésus-chrétiens, qui lui fait comprendre que non, et lui, il n'a contourné ça, il est plutôt allé au Buiti, je ne sais pas si vous connaissez le Buiti au Gabon, pour combattre cela, et il a passé le test, donc il est protégé, et c'est pour ça qu'il est revenu au Cameroun pour ses investissements. Quelque chose de assez particulier concernant ce monsieur, c'est un monsieur qui vivait sa vie normalement. Tantôt, il avait des trucs catholiques chez lui. Tantôt, il avait le tapis de prière. Finalement, on ne savait même pas à quelle foi il appartenait. Mais il n'avait pas de miroir chez lui. Il n'avait pas de miroir, il ne portait pas de bijoux, il ne portait pas de parfum, il ne se mettait pas d'huile. Et il avait fait comprendre à la fille que il ne mettait pas le miroir parce que quand il avait le miroir chez lui, la mère de son enfant utilisait ce miroir pour le contrôler. Et une maman lui avait demandé de casser le miroir, ce qui fait qu'il a arrêté de mettre le miroir chez lui. Et elle avait remarqué que pour un monsieur de son envergure, il ne côtoyait pas les grandes femmes. Je ne sais pas, c'était le style d'homme, vous voyez, un type d'homme de carrière, un chef d'entreprise. Mais lorsqu'il veut draguer, il peut peut-être draguer, je ne veux pas dénigrer une certaine classe de la société. Il va peut-être draguer une fille de la classe moyenne, une serveuse de bar, une colboxeuse, bref, une fille simple. Bon, selon ses dires, je me dis... Et à chaque fois, il se glorifiait d'être toujours le premier homme de ses femmes, de ses copines. Mais bizarrement, il n'amenait jamais ses filles dans sa famille. Il faisait tout, il s'occupe de toi, mais il ne t'amène pas dans sa famille. Tu ne vas jamais rencontrer les siens. Le seul membre de sa famille que tu rencontres, c'est sa fille avec qui il vit. Et voilà. Et sa fille aussi était très attachante. Donc, quand il constatait que l'enfant commençait à s'attacher à toi, il faisait tout pour vous éloigner. Alors, la relation n'a pas fait plus de 6 mois parce que comme la fille ne vivait pas dans la même ville, la même région que le type, le monsieur lui mettait la pression d'abandonner son boulot pour vivre avec lui. Mais elle lui disait, non, viens faire les choses bien dans ma famille. Et il refusait. Et il ne voulait même pas qu'elle tombe enceinte de lui. Il refusait, il disait, non, si tu es prêt pour moi, tu vas te battre et tout.
La fille, à un moment, sa maman lui a dit fais attention à ce genre d'homme. Peut-être il vient vers toi parce que il veut quelque chose. Et exactement ce qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est lorsqu'il avait demandé qu'elle lui avalise au poème près de plusieurs millions. Donc, il investissait peut-être un 200 000, 300 000 sur toi pour pouvoir collecter encore plus. Donc, heureusement pour cette fille que ses parents étaient très éveillés et grâce à ses conseils, elle a pu se séparer du monsieur. Mais elle a constaté que chaque année, depuis leur séparation, vers la fin d'année, il fait semblant de vouloir se réconcilier avec elle. Donc, la première fois, elle a failli succomber. Elle dit qu'elle va vers lui. Elle lui dit, oh, tu dis que tu es malade, je viens te rendre visite. Il dit, non, si on va faire, si on aura des rapports. Elle lui dit, non, je viens juste pour une visite courtoise. Le monsieur tourne à la dernière minute, il ne décroche plus les appels. Et elle dit une fois que après avoir traversé toutes les étapes de leur relation, vous voyez, j'essaie de faire vite pour que ça reste dans le cadre des 10 minutes. Après avoir surmonté la rupture, parce que c'est un homme à qui elle était très attachée, le monsieur a eu des problèmes dans ses entreprises. Sur 4 entreprises, il en a fermé 2. Il se pourrait que les personnes qu'il avait laissées dans son pays où il était allé travailler continuent à le pourchasser. Ses confrères, selon ses dires, il est allé à l'Est où il avait traversé les remèdes, ou qu'est-ce que le papa de l'Est lui a dit. Subitement, il rappelle la fille. Pardonne-moi, oh, je t'ai pris ta virginité, oh, franchement, je suis désolée, je te demande pardon, je t'ai offensé, je t'ai blessé. Or, lorsqu'ils se séparaient, ce monsieur avait fait croire à cette fille que c'était de sa faute, elle n'était pas assez vaillante, elle ne pouvait pas s'impliquer dans la relation, c'est elle qui suivait ses parents au lieu de le suivre lui. 4 ans plus tard, il se vantait même qu'il allait se marier. Jusqu'aujourd'hui, ce monsieur n'est pas marié. Jusqu'aujourd'hui, ce monsieur n'est pas marié avec tous les moyens qu'il a. Et il a demandé à la fille qu'ils se remettent ensemble. La fille a dit non, je ne peux plus me remettre avec toi. Et en plus, DMG, elle dit qu'un jour, elle finit bien de dormir avec son gars. Ils finissent là, ils partent regarder la télé. Il reste un peu tout pensif. Quand elle le regarde, lui demande, mais c'est quoi, qu'est-ce qui ne va pas? Tu m'as l'air un peu pensif, alors que tout à l'heure, on était dans les blagues. Le monsieur lui dit que mes gens du village m'ont dit que actuellement, même, je n'ai même pas encore trouvé ma vraie femme, et que ma vraie femme vient de l'eau. Quelque chose comme ça. Donc, il avait souvent un peu des conversations un peu vagues. Cela s'est rendu compte que jusqu'à présent, il n'enchaîne que des relations passagères. Le monsieur qui donnait l'impression d'être très sérieux, il n'est pas encore marié et bientôt il aura, je crois, 44 ans. Il n'est pas encore marié et voilà, il vit seul chez lui avec tous les moyens de bord, ce qui fait en sorte qu'une femme qui n'est pas éveillée croira que quand elle va arriver là-bas, c'est elle qui sera la maîtresse de maison, c'est elle qui va faire ci, ça, alors que le monsieur sait qu'il y a une certaine échéance, que tu ne vivras pas, que tu ne pourras pas rester longtemps avec lui, tu vas partir. Donc, c'était ce type de monsieur-là. Il n'est pas contre tes prières, mais il avait sa particularité. Pas de bijoux, pas de lait de toilette, pas de parfum, mais jamais tu ne verras sa peau sèche, jamais tu ne verras qu'il a une mauvaise odeur. Non, non, non. Donc voilà, je voulais sensibiliser les jeunes filles. Ne vous laissez pas éblouir par les apparences. Beaucoup de personnes traînent un passé assez lugubre. Ça, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Mais qu'en est-il réellement de ce qu'il était et quelle était son intention dans la vie de cette fille? Donc nous devons beaucoup rester en prière. Lorsqu'on rencontre quelqu'un, ne pas juste tomber sur le charme et ne pas chercher à comprendre qu'il est quelqu'un qui vous cache sa famille pendant plus de 6 mois. C'est vraiment à revoir. Merci beaucoup DMG et excellente journée. Merci beaucoup pour l'histoire. Et donc là, c'était juste un conseil, moi je pense. Sinon, à chacun de prendre sa part de leçon. Laissez des commentaires, likez la vidéo. Et on passe à la dernière histoire, la 10e histoire. Écoutez attentivement s'il vous plaît. Et le direct, c'est sur TikTok à 20h. Le mercredi 20h, vendredi 20h. Donc, écoutez attentivement s'il vous plaît. Ça c'est un peu un classique des revenants. Hein. Il y a plusieurs qui ont déjà eu l'expérience aussi de partir en boîte, danser, amener une fille à la maison et se rendre compte après que c'était
une revenante. Ça arrive à beaucoup de personnes. Et moi, je vais avant de jouer à la vidéo, avant de jouer l'audio, vous poser la question. Imagine, tu pars en boîte. Tu es une femme, tu es un homme. Tu arrives là-bas, tu tombes sur quelqu'un, vous rentrez ensemble, vous couchez ensemble. Et puis le lendemain, tu te rends compte que c'était un revenant, ou bien c'était une revenante. Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi ça en commentaire. Donc, écoutez l'histoire. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Avant de vous raconter ma petite histoire, j'aimerais vraiment te féliciter pour tout ce que tu fais. Parce que grâce à ton émission, ça nous permet de voir les choses d'un autre œil. Ça nous permet d'être plus vigilants dans notre entourage, en fait. Ça nous permet de voir les choses d'une autre manière. Encore, je t'encourage et j'espère que tu vas aller de succès en succès. Bon, du coup, je vais vous raconter l'histoire. En fait, ça m'a été raconté par mon frère. Et je vous raconte ça depuis le Gabon, en fait. Ça s'est passé au Gabon. En fait, mon frère... Désolé, il y a un bruit un peu... C'est un bruit grave. Hein. On va écouter une autre histoire, s'il vous plaît. Donc, on va écouter une autre histoire. DMG, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, je vous écris depuis le Gabon et je vous suis également depuis le Gabon. Je voudrais vous raconter une histoire qui m'a été contée également par la concernée il y a des années de cela. Nous sommes dans les années 2001. Alors, j'étais gérante d'un bar au niveau de Cocotier à Libreville. C'est comme ça que j'ai reçu une jeune dame, vraiment belle de figure. Elle était très belle. C'était une fille d'origine guinéenne, de la Guinée équatoriale. Donc, elle rentre dans le bar, on sympathise et tout. Elle est ma seule cliente ce jour-là. Donc, elle est restée un peu à me raconter sa vie et tout. Elle me disait que non, elle est une viveuse, elle traîne la nuit dans les boîtes de nuit et tout ça. Et elle me dit qu'il n'y a pas longtemps, elle était en boîte, une boîte de nuit quelque part, je ne sais plus le nom, j'ai oublié le nom de la boîte de nuit. Elle dit qu'elle était dans la boîte de nuit, c'est comme ça, elle a rencontré un monsieur, un blanc. Et du coup, elle a sympathisé avec le blanc dans la boîte et tout. Le blanc lui a invité à prendre un verre, elle a accepté. Et le blanc lui a proposé de rentrer avec elle. Elle a dit, il n'y a pas de problème. Mais comme elle était venue avec sa copine, elle a dit à sa copine, on va partir. Le blanc les a embarqués toutes les deux. C'est comme ça, arrivé à Plein Niger. Pour ceux qui connaissent Libreville, Plein Niger, c'est un quartier de Libreville. Et c'est là, il y a aussi un cimetière. C'est comme ça, le monsieur s'égare juste à l'entrée du cimetière. Les filles ne voient pas que c'est un cimetière. Pour elles, c'est une cité. Et quand elles descendent, le monsieur, le blanc va dire à la copine de celle qui m'a raconté l'histoire que non, toi, tiens, voici 10 000 francs, prends un taxi, rentre, moi je vais rester avec ta copine. Voilà comment la jeune dame qui m'a raconté son histoire là, elle descend en premier. Et quand elle descend, il y a un monsieur juste à l'entrée du cimetière, il est là assis. C'est comme ça, il dit à la jeune dame, qu'est-ce que tu viens faire ici alors là? C'est comme ça, la fille va lui dire, mais tu me poses ce genre de questions, comment? Tu vois bien que je suis accompagnée de quelqu'un et je rentre dans la cité là. Le monsieur lui dit, quelle cité? Tu as vu quelle cité ici? Mais la fille ne comprend pas. Elle s'est dit, mais le monsieur là me parle de quoi? Il y a une cité et il me fait comprendre qu'il n'y a pas de cité. Bon, elle est tellement assoiffée parce que le gars lui a proposé ces 30 000 francs. Donc elle ne tient pas compte des instructions, des avertissements que le gardien veut en train de lui donner. Elle s'en fout. Donc c'est comme ça, elle rentre. Elle pousse la barrière et tout. Elle rentre quand elle arrive. Elle se retrouve dans une belle villa et tout. Le monsieur lui dit, non, ne te gêne pas, mets-toi à l'aise. Le temps que j'aille prendre une douche. Donc, il a pris sa douche, elle aussi, elle allait prendre sa douche. C'est comme ça, ils se sont mis au lit. Pour ceux qui suivent sur YouTube, là, sur Facebook, ça, ce n'est qu'une histoire des 10 histoires que je poste tous les jours sur YouTube à 12h00. Donc, on poste 10 histoires à 12h00 sur la page YouTube DMG TV. Donc, si tu es intéressé, tu cliques sur le lien qui est ici en haut, là. Et puis, ça t'amène à la page directement. Abonne-toi, laisse des commentaires, partage. Donc, on va continuer. Elle avait pris une serviette blanche qu'elle a mis autour des reins, elle est montée sur le lit. Le monsieur a enfilé un préservatif. Ils ont eu des rapports sexuels après. Ils se sont endormis. Mais à sa grande surprise, le matin, quand elle se réveille, elle se retrouve sur une tombe. Les 30 000 francs sont juste à côté d'elle. Elle est toute nue. Donc,
Les habits qu'elle avait accrochés dans la penderie, parce que quand elle est rentrée, elle a vu que c'était une belle maison. Il y avait tout dedans. Elle se rend compte que ces habits sont accrochés sur la tombe, sur la croix. Elle me dit que je n'ai pas paniqué. Elle dit si j'aurais paniqué, je sens que c'est la folie qui devait m'attraper aussitôt. Donc mademoiselle a eu son courage. Elle a pris son courage à 2 mains. Elle s'est seulement levée. Elle a pris ses habits qui étaient accrochés. Et elle a pris les 30 000. Je lui ai dit, ah, tu as eu le courage de prendre les 30 000. Elle dit, oui, j'ai pris les 30 000, puisqu'il m'avait promis 30 000 francs. Elle dit, je me suis levée, je suis partie. J'ai dit, waouh. J'ai dit, malgré ça, tu n'as pas peur et tu continues à vivre la vie de debout. Elle dit, ah, ma soeur, d'abord depuis mon pays, la Guinée équatoriale, quand j'étais même petite, je devais avoir 8 ans par là, j'avais toute tendance à voir les esprits, donc je ne sais même pas à quel monde moi-même j'appartiens. Parce que depuis mon enfance, c'est comme ça, j'ai toujours rencontré des esprits. Donc coucher avec un esprit, je ne vois pas ce que ça pouvait me faire de plus. Voilà l'histoire que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, parce que c'était une cliente qui arrivait au bar. Elle m'a raconté son histoire et puis je ne l'ai plus... C'est vrai que je l'ai vue par la suite, hein, mais après des années sont passées, je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Est-ce qu'elle est vivante? Est-ce qu'elle est décédée? Je ne sais pas. Mais c'est une histoire réelle qui s'est passée parce que c'est elle-même qui m'avait raconté l'histoire. Voilà. Alors je voulais partager cette histoire avec vous. Et puis pour dire aussi à nos jeunes sœurs de faire très attention. L'histoire de se faire embarquer le soir dans une boîte de nuit, tu ne connais pas la personne bien dans un bar. La personne va t'embarquer, tu ne sais pas qui est réellement cette personne. Et pour terminer, la jeune fille, quand elle s'est levée, elle a regardé la tombe. Il y a toujours des photos, mais c'était un blanc, un catron en fait. C'était un originaire de Libreville, un Pongouais français. Parce qu'elle a vu le nom du monsieur. Et elle m'avait même donné le nom du monsieur. Mais c'était, de son vivant, il était pilote. Donc, pendant qu'il est mort, monsieur se balade la nuit dans les boîtes de nuit, va aller chercher les filles. Voilà. Merci beaucoup pour l'histoire. Merci pour ceux qui ont laissé des likes, des commentaires, ceux qui ont partagé la vidéo. Donc, on se prend demain 12h pour 10 histoires mystiques. Voilà. Portez-vous bien et à très bientôt pour un nouvel épisode.